Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? Cette semaine, je reçois Julie qui est chapelière. Quel bonheur de rencontrer des personnes comme Julie qui nous prouvent que tout est possible à tout âge. À moins de 30 ans, elle fait une reconversion à 180 degrés et quitte son job d'auditrice financière au Canada pour devenir chapelière sur sa terre natale, en Alsace, et créer sa marque Boketo. Plus qu'un métier, c'est un véritable art de vivre qui a nécessité des choix radicaux, comme par exemple celui de déconstruire tous les schémas acquis de productivité, de réussite, de confort. Elle nous parle aussi d'artisanat, de cette magie de pouvoir créer des choses de ses propres mains. Et nous partage son aventure entrepreneuriale qui nécessite beaucoup de persévérance, de courage et de bienveillance envers soi-même. Mais Julie ne changerait pour rien au monde son parcours et ses choix parce qu'aujourd'hui, et je la cite, elle est parfaitement alignée avec ce qu'elle fait, ses envies et ses ambitions. Mille merci Julie d'avoir accepté de nous ouvrir les coulisses de ton métier et de ton atelier. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, alors un petit 5 étoiles plein les yeux, le partager aussi à votre entourage. Allez, c'est parti! Bonjour Julie, je suis ravie de te recevoir sur le podcast pour que tu puisses nous présenter ton super métier de chapelière. Alors j'espère que c'est le bon nom, mais tu vas nous expliquer juste après. Alors je vais commencer parce que sur ton site internet, tu cites une phrase que j'ai de Henri de Monterland, que j'ai trouvée super belle. Et qui m'a un peu interpellée. Tu cites donc la phrase qui dit « Un jour viendra où par la banalité de la vitesse et la facilité de la surenchère en ce qui la concerne, la lenteur apparaîtra comme le mode le plus naturel pour exprimer une certaine délicatesse. » Et j'ai trouvé donc d'une part la phrase très belle, je la connaissais pas du tout. Et surtout, je comprends que ton projet, il dépasse un métier, quoi. Il va bien au-delà. Donc, j'ai vraiment hâte que tu nous racontes tout ça, que tu nous expliques ce cheminement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai bien envie que tu nous expliques un peu ton parcours. Et puis, je vais commencer par une question toute simple. Mais quel métier tu voulais faire quand tu étais toute petite? Enfin, toute petite, quand tu étais jeune, quoi. Je commence par te dire bonjour également, Julie, et merci de m'accueillir dans ce podcast. Je trouve ça toujours sympa de pouvoir raconter nos histoires, partager des expériences, voilà. Alors, quel métier je rêvais de faire quand j'étais petite? En fait, c'est rigolo parce que je pense que j'ai eu plein de métiers dont je rêvais. Les métiers dont je me souviens qui m'avaient vraiment marqué quand j'étais petite, c'était je voulais être astronaute. Pour Incroyable. partir loin, découvrir un univers qu'on ne connaît pas. C'était vraiment le côté, je pense, mystérieux et aussi le côté aventurier qui m'intéressait dans ce métier-là, malgré le fait que je n'y connais rien aujourd'hui à l'astrologie et tout ce qui... pas l'astrologie, l'astronomie, pardon. Ouais, je suis pareil. À chaque fois, je me gourre. Bon, le truc des étoiles, quoi. Voilà, donc astronaute. Alors, j'ai voulu aussi pendant un moment être présidente de la République. Ah ouais, tranquille. Ouais. Tranquille, non, j'avais pas mal d'ambition quand même, je pense. Je sais pas d'où ça me venait, mais j'avais quand même un sentiment de vouloir changer les choses, de vouloir créer un monde heureux et sympa et bienveillant. Et je sais pas, je me suis dit que ce serait une bonne idée pour ça d'être présidente de la République quand j'avais 10 ans. Et puis après, t'as grandi, tu t'es aperçu que finalement, c'était pas vraiment ça la mission du Ouais, et président. donc après j'ai grandi, et puis en fait, je pense que je trouvais pas vraiment de métier, de rêve, de choses qui me, qui m'inspiraient vraiment, où je me dirais que c'est ça que je voulais faire toute ma vie. Et puis, j'en veux pas à mes parents, mais j'ai eu pas mal de pression de trouver un job stable, qui serait bien payé, de faire aussi de longues études. J'ai une grande sœur qui a 10 ans de plus que moi, et du coup, en fait, c'était un peu mon modèle aussi. Donc, elle a fait des longues études, maintenant elle est ingénieure dans un laboratoire, etc., etc.
Et donc, bah, en fait, j'ai un peu pris cette voie de faire des longues études, mais sans en trouver un sens vraiment profond, en fait, Sans aligné à mes conviction, envies. quoi. Mhm. Ouais. Puis je me rappelle que du coup, une fois que je suis arrivée en terminale et qu'il fallait choisir la suite de nos études, alors là, c'était une période de stress parce que je savais pas quoi faire, quoi, en fait. Et je trouve que demander à des jeunes de 17, 18 ans à peine de choisir un peu la voie qu'ils allaient suivre pour le reste, entre guillemets, de leur vie, parce que je trouve que c'est quand même après le bac que ça devient décisif, qu'on prend des orientations bien particulières. J'ai trouvé ça extrêmement rude parce que je trouve que c'est un âge où on sait pas encore, quoi. Enfin, moi, j'étais pas assez mature à l'époque pour savoir vraiment. Mais alors, ce que je savais, c'est que j'adorais l'art plastique, j'adorais créer parce que j'ai une maman qui m'a toujours appris à tricoter, à crocheter, à peindre. Enfin, j'ai une maman très manuelle encore aujourd'hui. Et ça, je savais que j'avais vraiment une profonde envie d'en faire quelque chose, mais clairement, c'était juste pas négociable d'aller dans une fac d'art. Alors franchement, je renie pas. Enfin, je trouve ça génial les gens qui suivent ce parcours-là. C'est juste que moi, pour mes parents, c'était pas possible, quoi. Et, euh, et aujourd'hui, je peux pas leur reprocher. Et puis, voilà. Et donc, en fait, par la suite, j'ai fait un BTS communication parce que je me rattachais un peu à cette idée de créativité, ouais, de créer des visuels, enfin voilà, il y avait un côté créatif que je trouvais sympa dans le BTS communication. Je me suis vite rendu compte que ça me plaisait pas non plus des masses. Puis du coup, je me suis dit, bon, mes parents étaient là, bon, t'as qu'à faire une école de commerce, c'est assez général. C'est vrai qu'en école de commerce, on voit de la finance, de la logistique, du marketing, des ressources humaines. Enfin, il y a tout un tas de matières sur lesquelles on peut de nouveau se spécialiser pour la suite. Et du coup, je me suis dit, bon, école de commerce, et puis on verra. Et en Et fait, puis c'est très rassurant parce que c'est un diplôme qui est reconnu, donc pour les parents, etc. C'est vrai que ça peut être rassurant, quoi. voilà, Ouais, c'est je ça. comprends. Tout à fait. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée dans une école de commerce à Strasbourg. Et j'ai fini par me spécialiser en finance. Et puis, une des raisons pour lesquelles je me spécialisais en finance, alors c'est très opposé à la créativité, mais j'ai aussi un côté assez carré finalement. Et donc, je mets bien en fait cette matière de chiffres, d'analyse. Et puis, j'ai bien accroché avec les profs. Finalement, c'est ça aussi qui a un peu guidé toute mon orientation. C'est qu'il y avait certaines matières avec certains profs avec lesquels ça passait bien, je l'ai trouvé inspirant. Et puis hop, je me dirige vers ça en me disant, bon, pourquoi pas, on va voir vers quoi ça m'amène. C'était un peu tout mon parcours. En tout cas, mon parcours scolaire, c'est un peu dirigé comme ça, quoi. Donc, j'ai fini mes études par un master en finance. Voilà. Donc très loin du manuel, du crochet, du De tricot, etc., l'artisanat. quoi. Ah ouais. Ok, et donc tu as démarré ton travail, ta carrière dans la finance, c'est ça? Je crois que tu es partie au Canada pour ton premier job, si je me trompe pas, c'est ça? Tu es Ouais, resté c'est combien ça. de temps? En fait, tu as travaillé combien de temps dans ce domaine? Alors, j'ai fait en fait 6 ans dans un cabinet d'audit financier Ok, qui a une renommée internationale. Donc, j'ai commencé à Strasbourg, donc la ville où je vis actuellement d'ailleurs. J'ai commencé à Strasbourg, j'ai fait 3 ans là-bas. Et puis au bout de 3 ans, bon, je sentais que ça s'essoufflait un peu. Et puis j'avais toujours des envies un peu de partir à l'étranger. D'ailleurs, pendant mon école de commerce, j'étais partie 1 an en Norvège. Et je pense que c'est ça un peu qui m'avait poussée à repartir parce que j'avais trouvé l'expérience vraiment sympathique. Et donc, j'ai demandé à mon cabinet d'audit financier si c'était possible d'aller faire 2 ans dans un autre bureau du monde, dans la même enseigne, quoi. Que je ne citerai pas, du coup, mais... et du coup, c'est comme ça, en fait, que j'ai atterri à Montréal et j'ai fait 2 ans là-bas. d'accord. Je pense que Et c'est alors même... le switch, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, donc au bout de quelques années, bon,
je suis pas au bon endroit. Enfin, comment ça s'est passé cette rupture, enfin cette reconversion. Comment tu l'as vécu et comment c'est arrivé? Je pense que c'était assez progressif finalement. Les premières années, c'était vraiment, je pense que j'étais vraiment dans un état d'esprit où je voulais prouver aux autres, mais aussi à moi-même que je pouvais travailler dur, que je pouvais être indépendante financièrement, mais professionnellement, que voilà, j'étais capable en fait d'être adulte, entre guillemets, même si ça passe par plein d'autres choses. Mais je pense que c'était un peu ça, mes premières années. Mais puis, au fur et à mesure, quand je discutais avec mes collègues qui me demandaient ce que je faisais le week-end, ah ben moi, je suis partie grimper, puis je suis rentrée, j'ai fait une ceinture en crochet, et puis le lendemain, j'ai fait de l'aquarelle, et puis enfin, et ils étaient là, mais t'es pas comme nous, quoi. C'était un peu genre, t'es un peu perché. Ça, on me le disait souvent au travail, mais t'es perché, non, mais t'es trop bizarre. Et pas parce que je faisais que des choses manuelles, mais parce que dans ma personnalité, je pense que je dégageais un peu quelque chose, ouais, de créatif, un peu ouais, de différent, quoi. Enfin. Et à Montréal, bah, en fait, c'est marrant parce que même, on avait fait un séminaire, enfin, j'avais fait un séminaire professionnel avec ce cabinet d'audit qui faisait faire un test de personnalité à toutes les personnes et qui catégorisait plus ou moins les personnes en créatifs, en leaders, en sociaux et en personnes assez carrées qui suivent des règles. Et puis c'était un peu sous forme de couleurs, quoi. Et puis chacun avait un profil avec une couleur Dominante. dominante et puis d'autres couleurs un peu moins dominantes. Et moi, je me suis retrouvée dans le groupe des créatifs. On était 4 sur 300, quoi. Les ovnis de la boîte. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, le cabinet d'audit justifiait ça en disant qu'ils avaient besoin de tous les profils, quoi. Et c'était pas du tout quelque chose de mal vu, quoi. Mais enfin, bref. Et donc, à Montréal, je pense que Montréal y est pour beaucoup aussi dans cette reconversion, parce que c'est une ville qui est très ouverte, en fait, sur l'artisanat, sur l'art, sur l'entrepreneuriat. Enfin, moi, en partant à Montréal, donc avant de partir, j'avais un peu cette idée de start-up, d'entrepreneur innovant, tu vois, avec lequel il faut une idée vraiment qu'on n'a jamais vue, etc. Moi, je me sentais pas du tout dans ce mood-là. Mais c'est vrai qu'à Montréal, en fait, il y avait plein d'indépendants, en fait. Et puis pas forcément des indépendants qui faisaient des choses nouvelles ou innovantes, non, qui voulaient juste vivre de leur passion ou de leur... enfin, d'une activité qui portait particulièrement... Enfin, qu'ils aimaient particulièrement fort, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis là sur cette espèce de barrière qu'on se fixe maintenant où quand tu associes le mot entrepreneuriat, tu l'associes à start-up avec des levées de fonds de millions, avec je vais ubériser quel marché, et on oublie complètement en fait la notion de création d'entreprise qui peut être dans tout secteur d'activité, même les plus classiques, et y compris dans l'artisanat. Donc c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'on se fixe nous-mêmes nos propres barrières sur l'entrepreneuriat, je Ouais, trouve. c'est clair. Je pense qu'après, c'est toute une question aussi de société, de mentalité, de culture. Mais c'est vrai que j'avais un peu cette barrière-là, quoi, en pensant à l'entrepreneuriat. Et puis, j'ai aussi mon background d'école de commerce qui, en fait, nous met en tête que c'est ça, d'entreprendre. C'est justement de lever des millions d'euros, de créer une entreprise, enfin, de créer des dizaines d'emplois en même pas un an. Enfin, voilà. Et du coup, voilà, à Montréal, j'ai un peu déconstruit cette idée-là. Parce que je voyais ce qui se passait autour de moi et c'était beau, quoi. Enfin, il y a des quartiers entiers de magasins, de boutiques indépendantes, de couturières indépendantes, de chapeliers indépendants. Enfin, j'ai découvert des activités incroyables et puis, enfin, c'est chouette, quoi. Enfin, c'est chouette de voir tout ce vivier-là d'artisanat et d'art. C'est inspirant aussi. Et puis voilà, Montréal, du coup, il y a vraiment une âme assez particulière qui se fait en fait, qui vit là-bas.
je pense que j'ai été imprégnée de ça. Et puis, ça faisait maintenant, du coup, 4 ans que je travaillais en audit financier. Je savais que j'allais en faire jusqu'à 6 parce que je m'étais engagée quand même 2 ans au Canada dans ce job-là. Euh, et puis en même temps, je me disais, bon, ben, faut que je commence à voir un peu la suite. Qu'est-ce que je veux faire? Je sais que je veux pas faire ça. Je veux pas rester, en fait, dans cette sphère-là. Ça ne me convient pas. Ça peut convenir à d'autres personnes. Moi, ça ne me convient pas. Et donc, ça me laissait le temps aussi d'y réfléchir, puis de m'imprégner, de m'inspirer, etc. Et, euh, et puis arrivé, en fait, enfin, je savais que ça tournait dans ma tête en arrière-fond, quoi. Vraiment, je savais que j'y réfléchissais souvent, mais pas, je me posais pas devant un cahier à noter des idées, quoi. C'était vraiment constant comme réflexion. Et en fait, ça m'est venu comme ça, un dimanche matin, vraiment en me réveillant, je me suis dit, mais j'adore les chapeaux. Et je sais même pas comment c'est fait en fait. Enfin, est-ce que ça peut se faire à la main ou est-ce que c'est vraiment juste des machines qui viennent écraser du feutre sur un moule en fonte et voilà, notre chapeau il est là. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert la chapellerie artisanale et ça m'a passionnée quoi. Enfin, d'un seul coup, je me suis dit ah mais je sais déjà coudre, tricoter, crocheter. Pourquoi j'apprendrais pas à faire des chapeaux quoi? D'accord, donc ça t'est venu d'un coup et effectivement, c'est une attirance pour l'objet en lui-même. Est-ce que tu portais des chapeaux à ce Ouais, moment-là? ouais, ouais, j'en Ouais, portais. d'accord, En donc tu fait, étais déjà justement, à fan. Montréal, j'avais emmené mon chapeau fétiche que je mets de temps en temps. Et puis, je trouve que quand je porte un chapeau, il y a vraiment quelque chose un peu de mystérieux qui se produit. Mais quand on porte un chapeau, on attire un peu le regard de l'autre. Il y a un peu de la difficulté à l'assumer au début. Puis en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui vont nous arrêter dans la rue pour nous dire ah, votre chapeau vous va super bien. Enfin, où est-ce que vous l'avez acheté? Il est vraiment très chouette. Enfin, et puis en fait, ça attire beaucoup de positifs. Et du coup, je mettais ce chapeau un peu pour me donner la force le matin d'aller au bureau. Et puis le soir, quand je le remettais, hop, j'oubliais ma journée. Et puis je rentrais chez moi. Ouais, je crois que j'ai lu quelque part sur ton site que tu racontes qu'en fait, c'est presque c'était le meilleur moment de ta journée, quoi. C'était le moment où tu allais au boulot le matin et où tu partais le soir parce que c'était le moment où tu mettais ton chapeau, quoi. Ouais, c'est ça. En Et plus, c'est l'acte en fait de le poser sur sa tête et de se dire, ok, soit c'est parti ou ok, c'est fini et je rentre chez moi et je suis tranquille. Et d'accord, donc il y avait vachement de symbolique. Alors, et à ce moment-là, du coup, une fois que tu as cette idée-là, enfin, pour un petit peu avancer dans l'histoire, est-ce que tu reprends tes études, t'as repris des études pour être chapelière? J'imagine que oui, il y a quand même une formation spécifique quand même. ouais, alors se lancer dans la chapellerie en autodidacte complet, ça me paraît compliqué. Alors moi, du coup, je m'étais pas tout de suite dit, ok, je vais en faire mon activité principale. Mais par contre, je m'étais dit que ça serait vraiment quelque chose qui m'intéresserait juste par curiosité de savoir comment on fait. Et donc à Montréal, ben, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé une petite formation d'initiation à la chapellerie qui était donnée par une modiste, donc une chapelière à Montréal, sur 4 week-ends où en fait elle nous apprenait les bases de la chapellerie, les différentes matières, mouler un feutre, mouler une paille, patronner un béret, enfin voilà. Et du coup, c'était ouais, sur 4 week-ends. Et donc moi, pour moi, c'était l'idéal, quoi, parce que j'étais, ah ben en fait, je peux continuer à bosser parce que de toute manière, j'ai pas le choix, je suis engagée. Et ben le week-end, en fait, je vais faire ça, quoi. Et donc, je me suis inscrite comme ça. Et là, pour moi, ça a été une sorte de petite révélation, quoi. Je me suis dit, ah, mais en fait, il y a vraiment quelque chose de plus grand à faire. Du coup, suite à cette formation, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait des chapeliers indépendants qui se lançaient, et qui étaient déjà sur le marché, en tout cas à Montréal, c'est quand même plus courant. À Montréal, il y en avait quelques-uns déjà. Et je me suis dit, bah en fait, si c'est possible de voir aussi les gens le faire, on se dit, bah en fait, si c'est possible, si eux peuvent le faire, moi je peux le faire. Il suffit de me former, enfin, et puis de m'organiser pour en fait en faire mon activité, quoi. Donc ouais, c'est un peu comme ça que je me suis dit que ce serait faisable. Donc je crois qu'à ce moment-là, donc tu es rentrée en France. Comment quand tu as acté le fait que ça y est, tu allais te lancer dans cette activité-là, comment ton entourage, par exemple, a réagi et est-ce que tu t'es sentie soutenue? Comment tu l'as vécu cette petite période? Alors pour moi, c'était stressant d'acter ça. En réalité, j'ai travaillé sur mon business plan plusieurs mois avant de dire aux gens
que j'ai Ouais. pu me lancer dans la chapellerie artisanale parce que je voulais déjà moi être certaine que c'était faisable et viable avant de pouvoir en fait le dire aux gens et de leur justifier en fait justement que si c'est faisable. Enfin voilà, j'avais envie d'avoir réponse à toutes les questions que les gens pourraient me poser en fait quand Ouais, je et le ferais. être toi-même dans la certitude en fait Ouais, c'est ça. que c'est bon, tu es sur Ouais, toi et que ouais, être c'est droit ça. dans ses bottes quoi. Ouais, ouais. Et alors du coup, quand j'ai commencé à le dire, ben, c'était à mes amis proches, dans un premier temps et ils ont trouvé ça trop cool. Ils disaient: «Ah non, mais ça te ressemble trop, enfin, c'est génial comme projet, lance-toi». Donc des retours super positifs et puis mes parents, j'avais un peu peur et en fait, ils l'ont trop bien pris, quoi. Enfin, ils étaient là: «Non, mais t'as raison, c'est le moment de te lancer, ça te ressemble vraiment, nous, on sait que t'en es capable». Enfin, du coup, un super retour et vraiment, je me suis sentie soutenue, quoi, dans ce projet, c'est top. Et qui a dû te soulager parce qu'effectivement, enfin, ça reste important. Mais peut-être qu'effectivement, c'était parce que auparavant, tu avais travaillé 6 ans, que tu avais prouvé déjà que si tu voulais travailler, tu pouvais travailler, et que tu avais joué le jeu aussi, quoi. Ok, Complètement. ça c'est super intéressant. Et alors pendant est-ce que au-delà de ces 4 week-ends de formation en chapellerie, est-ce que tu as fait d'autres formations après, type CAP, enfin je sais pas quel type d'études existe. Alors, je sais qu'il existe un CAP modiste, à Paris. Hem, moi, j'avais, le sentiment et puis pour en avoir discuté avec la modiste à Montréal, que quand on apprend les bases, après, tout est C'est la possible, pratique. mais c'est de la pratique. C'est forcément, ben, des erreurs, heu, c'est aussi des réussites. Enfin, c'est vraiment l'autodidacte, et j'ai cette réflexion, enfin, que j'ai souvent en ce moment, c'est que c'est quand même épuisant, en fait, d'être autodidacte parce que, ben, il y a des moments où on va pas comprendre pourquoi ça marche pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas, le feutre qui rétrécit quand il sèche, on se dit: «Mais j'ai tout fait pareil, je comprends pas». Enfin voilà, il y a des petites questions techniques auxquelles on n'arrive pas toujours à répondre et du coup, bah, ça demande tout le temps de la réflexion, ça demande de recommencer, ça demande, ouais, de la persévérance. Donc, je sais pas si avec du recul, j'aurais dû me lancer dans un CAP, je sais pas. Mais en tout T'avais cas, peut-être envie de te confronter directement et ouais, moi lancer, quoi. j'avais envie de me lancer et puis de tester quoi, de faire les choses. Et alors par contre, c'est pas pour ça que je vais pas continuer à me former. Donc là, cette Mm, mm. semaine, lundi et mardi, j'ai fait une formation de broderie de Lunéville, qui est en fait un vieux savoir-faire de haute couture, qui est en fait de la broderie avec des perles et un crochet. Et cet été, j'aimerais faire une formation au musée du chapeau d'approfondissement de la chapellerie, justement pour répondre un peu à tous mes questionnements. Tes petites interrogations Ouais. qui arrivent au fur et à mesure. Est-ce que il y a un système de mentorat, tu vois? Est-ce que toi, tu as un mentor, quelqu'un qui, justement, tu bloques sur ton feutre à rétrécir, vraiment, t'arrives pas à trouver la solution? Est-ce que tu peux faire appel à un ami, quoi, tu vois? Quelqu'un Alors, qui peut te conseiller? non, j'en ai pas, mais justement, cette formation-là, cette semaine de broderie de Lunéville, j'ai rencontré une modiste, plutôt en fin de carrière, et qui est basée, dans le Haut-Rhin et donc c'est le même département, enfin, c'est l'autre département d'Alsace. Moi, je suis dans le Bas-Rhin. Donc moi, je la connaissais de nom parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a une, belle renommée en Alsace, qui a une belle carrière parce que, ça fait des années qu'elle pratique, la chapellerie artisanale. Mais je l'avais jamais rencontrée en fait, et en fait là de la rencontrer, bon bah ça m'a impressionnée parce que je me suis dit: «Waouh, quelqu'un qui a tant d'expérience et tout», et c'est une personne mais si belle et si positive et qui dégageait vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc bah, je sais qu'on va pouvoir rester en contact, suite à cette formation si j'ai des questions, si j'ai, Puis quoi que j'imagine ce soit. qu'elle elle est ravie de voir qu'il y a des jeunes qui sont dans ce secteur d'activité et reprennent justement tout ce savoir-faire, quoi. Bah, Ah, c'est super, complètement, puis j'avais un peu peur en fait, enfin, quand on entreprend aussi, il y a toujours cette question de légitimité. bien sûr. Et donc, bah, moi, j'y travaille encore, en fait, sur cette légitimité. Ça fait même pas un an. Donc, c'est quelque chose aussi que je construis ou déconstruis, à voir dans quel sens. Mais, ouais, et donc, quand je l'ai rencontrée, je me suis dit, oh là là, enfin, j'espère qu'elle va pas me prendre pour une, une petite jeune, là, qui se lance comme ça, sans aucun sérieux. Enfin,
Et en fait, non, pas du tout. Très Mais je contente de voir qu'il y ait des jeunes qui prennent un peu la relève, entre guillemets, même si elle n'a pas fini, mais de voir ouais. que ça se transmet quand même, quoi. Ouais, c'est super. Bon, alors, est-ce que tu peux maintenant nous décrire un peu plus ton métier? Alors, déjà, le nom exact, on dit chapelière, modiste. Est-ce que c'est la même chose ou on emploie un terme plus qu'un autre en fonction, je sais pas, d'une spécialité ou je ne sais quoi? Ouais, alors, en théorie, euh, alors on dit la modiste, mais parce que je pense qu'historiquement, c'est beaucoup de femmes qui ont exercé ce métier. C'est donc une personne qui fabrique les chapeaux à la main, donc de manière artisanale. Elles ont des techniques assez particulières. Souvent, elles fabriquent la calotte et le bord, et puis elles les rassemblent à la fin au moment des finitions. La chapellerie, c'est normalement plus un terme qui désigne les usines, entre guillemets, et qui Ah, travaillent avec des moules justement en fonte, qui vont mouler en fait les feutres de cette manière-là. Alors, que dire? Chapellerie, c'est un terme qui englobe beaucoup de choses en fait, parce qu'on peut dire d'une chapellerie, on peut désigner une chapellerie comme juste un magasin qui revend des chapeaux, alors que ce ne sont pas les chapeaux propres, enfin, ce sont des chapeaux de différentes marques. Et enfin, le terme chapellerie englobe beaucoup de choses. Et puis modiste, moi je me considère pas comme modiste en tant que telle parce qu'elles ont vraiment des compétences multiples. C'est des personnes qui travaillent notamment avec des plumes, qui travaillent aussi, qui ont la capacité de faire des bibis, c'est les petits chapeaux souvent qu'on met lors de cérémonies, de mariage, mais qui font aussi du coup des chapeaux en feutre, en paille, enfin voilà. Mais moi, j'ai pas toutes ces compétences à mon arc et donc je me sens pas légitime. On en revient pour à l'instant, mon pour histoire. l'instant. Pour l'instant, ouais, de me désigner comme modiste. Je préfère me désigner comme chapelière parce que ça a l'air d'être un terme plus général, de Ok. chapeau un peu plus de tous les jours, quoi. Alors, petite question, donc, et déjà, est-ce que tu fais que des chapeaux? Je veux dire, est-ce que tu fais, tout à l'heure, tu parlais des bérets, est-ce que tu peux faire des casquettes? Est-ce que tu fais d'autres produits que des chapeaux? Alors, oui, du coup, la première collection, j'ai fait des bérets. J'ai aussi fait des serre-têtes et des barrettes avec les chutes de tissu. Euh, je suis capable de faire des bobs aussi, j'en ai fait cet été. Voilà, en fait, ça, c'est la formation. Elle m'a permis d'apprendre à patronner, en fait, les bérets et les bobs. Donc ça, c'est cool. Je sais que je peux faire ça. Après, là, je suis aussi dans une démarche où j'aimerais réutiliser mes chutes de feutre parce que quand je moule mon chapeau, au moment des finitions, je vais couper le bord pour qu'il soit bien droit, bien net, bien propre. Et donc, j'ai toujours une bande de 3-4 cm de feutre circulaire qui me reste sur les bras. Et je les garde en me disant que je vais forcément faire quelque chose. Et donc, ça s'accumule dans mon atelier. Et en fait, là, du coup, c'est pour ça que j'ai fait une formation de broderie de Lunéville parce que j'aimerais les broder pour en faire des petites broches Ah, soit super. à accrocher sur son chapeau ou sur son bonnet ou sur ses vêtements, quoi. Et cet hiver, j'aimerais faire aussi des bonnets parce que du coup, je sais tricoter. Alors, tricoter un bonnet, c'est à la main, ça prend environ, je sais pas, une trentaine d'heures, je dirais. J'en ai fait quelques-uns cet hiver, mais pour mes proches et pour moi. Mais du coup, là, j'ai investi dans un petit tricotin. C'est en fait une petite machine ronde qui permet d'enfiler le fil et puis après de tourner une manivelle et puis ça tricote automatiquement. Donc pourquoi pas faire des bonnets cet hiver. Après, je fais toujours des choses en rapport avec la tête. Je sais pas Ouais, voilà, c'est pourquoi. ça, c'est pour habiller la tête, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, comme tu fais des bérets, donc ça veut dire que tu fais des produits aussi bien pour des hommes que pour des femmes? Oui. Ouais, Ok. c'est ça. En fait, même mes chapeaux, ils sont... en fait, ce sont des chapeaux unisexes. Ils vont aussi bien aux hommes qu'aux femmes. D'ailleurs, bon, il y a plus de femmes qui m'en achètent, mais des hommes aussi en ont acheté. Et voilà, le principe, c'est pas forcément faire des choses uniquement dédiées aux femmes ou uniquement Et dédiées c'est pour toutes les occasions, ou c'est plutôt, on va dire, tu vois, est-ce que ça va être des chapeaux pour des occasions particulières, ou au contraire, toi, tu vas plutôt proposer des chapeaux pour le quotidien, enfin, ou les deux d'ailleurs, peut-être. Alors, mes collections, parce que du coup, je fais deux collections par an, une en automne-hiver, une en printemps-été. C'est plus des chapeaux à porter tous les jours, enfin, en tout cas quotidiennement, sans occasion particulière.
Après, je fais du sur-mesure aussi pour des gens qui en ont besoin pour des occasions particulières. J'en ai fait deux chapeaux de mariage déjà. Donc des personnes en fait qui veulent avoir un beau chapeau pour leur mariage. Donc voilà, principalement des chapeaux à porter tous les jours. Et puis si la demande est là, des chapeaux pour des occasions particulières. Ok, alors ça m'intéresse du coup. Dans les deux cas, en fait, je voudrais qu'on comprenne les étapes, tu vois, de création d'un chapeau. Euh, si que ce soit collection ou sur mesure d'ailleurs, est-ce que ça commence par un dessin, des croquis pour pouvoir définir la forme, pour pouvoir choisir la couleur, la matière, c'est ça? Enfin, c'est comme ça que tu fais? Ouais, c'est ça. Alors, du coup, moi, je travaille avec un fournisseur en République tchèque qui est en fait un référent dans le domaine de la chapellerie. C'est vraiment une fabrique historique et familiale et qui en plus dispose de certification au Cotex. Et donc, moi, j'ai un petit livre avec tous les coloris et tous les différents types de feutres qu'ils proposent. Quand une personne vient me voir pour un projet sur mesure, alors je lui montre déjà différents modèles que moi je suis capable de faire, donc soit sur photo, soit des modèles que j'ai à l'atelier. Et puis on choisit ensemble du coup par la suite la couleur. Et puis si la personne a une idée particulière, en général c'est une personne qui vient avec des photos ou des vidéos. Enfin, ça m'a fait rire, mais il y a 2 mois, un mois, il y a un monsieur qui est venu euh, qui voulait un peu un chapeau à la Indiana Jones, mais pas tout à fait. Alors du coup, il est venu avec une vidéo où on devait s'arrêter à 3 minutes 43, 4 photos différentes, puis on a réussi à faire un mélange de tout ça pour arriver à son chapeau idéal. Quoi. Il en est reparti, il était très content, donc moi aussi, je suis contente quand c'est le cas. Voilà. Et donc, pour les collections, comme c'est des chapeaux que j'aime dire que c'est des chapeaux qui puissent être portés tous les jours, ce sont des chapeaux assez classiques, assez basiques, et avec des couleurs assez, pareil, classiques, donc beige, camel, noir, j'ai fait du vert foncé, du terracotta aussi, ça c'est déjà un peu plus... moins standard, parce que je me rends compte que les gens qui achètent des chapeaux, alors on a soit les passionnés de chapeaux et qui du coup sont trop contents d'avoir trouvé quelqu'un qui fait des chapeaux proches de chez eux, ou alors tu as les gens qui vraiment se convertissent un peu au chapeau, entre guillemets, et qui veulent essayer, qui sont pas encore tout à fait confiants et qui ont peur de pas l'assumer et qui du coup partent plutôt sur une couleur classique, type noir ou beige, quoi. Et puis après, il y a les gens qui viennent, qui me disent, moi j'aimerais un gris chiné, moi j'aimerais un bleu canard. Et voilà, ça se fait comme ça. Et du coup, il y a une belle diversité en fait aussi de création. Et au-delà de la forme, du coup, est-ce qu'il y a une notion un peu d'ultra personnalisé avec des accessoires, enfin la petite touche qui fait que le chapeau que tu vas leur proposer, ils seront les seuls à le porter? Ouais, alors pour la garniture, moi j'ai une sorte de partenariat avec, avec un artisan à Strasbourg qui fait des sangles de guitare. Mhm. Et c'est des sangles de guitare assez colorées avec des motifs ultra vintage. Et du coup, en fait, lui, il a souvent besoin de grandes longueurs en fait, pour faire ses sangles de guitare. Et il lui reste souvent au bout de rouleau une bande de 70 cm dont il ne sait pas quoi faire. Et donc, en fait, moi, je les récupère pour pouvoir en faire en fait, des rubans à chapeau un peu, ce sont des rubans uniques en fait, parce que du coup, ces chutes-là sont en quantité très limitée. Des fois, j'ai la chance de pouvoir en faire deux, mais ça arrive rarement, quoi. Et du coup, ça, c'est une option qui plaît bien aux gens, en fait, de pouvoir déjà choisir le ruban parmi 1000 motifs et 1000 couleurs. Et puis, ça a ce côté vraiment unique aussi. Exactement. Et moi, j'aime bien, je sais que moi, sur mon chapeau, j'aime bien pouvoir changer de ruban souvent. Donc, moi, j'ai la particularité, ou pas, mais en tout cas, moi, je coupe pas mes rubans sur les chapeaux pour pouvoir, en fait, les enlever et en remettre un autre facilement, quoi. Donc, avoir un petit stock et puis changer en fonction de son humeur, de son style du jour, enfin, voilà. De la météo. Ouais, et puis de l'occasion. qui se Et est-ce que tu peux nous expliquer maintenant comment tu fabriques
Tu vois, le moment où vous vous êtes mis d'accord sur la matière, vous êtes mis d'accord sur la forme. Alors, je te pose pas la question, mais évidemment, il y a une question de taille aussi. Oui. Donc, j'imagine que quand c'est sur mesure, tu prends des dimensions. Quand c'est des collections, j'imagine que tu proposes différentes tailles par modèle. Oui. Ça, c'est un peu comme les habits. Une fois que tu as tout ça, le brief est clair, j'imagine qu'il faut passer à la fabrication. Donc là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu toutes les étapes de fabrication et surtout combien de temps ça prend? Combien de temps au total ça prend finalement de fabriquer un chapeau? Quels outils tu utilises? Voilà, qu'on s'imagine dans ton atelier en fait. Alors, il faut que je me visualise dans mon atelier là, mais pour commencer, un chapeau, ça met plusieurs jours en fait à être finalisé. Alors le feutre, c'est une matière, donc il y a le feutre de laine, donc ça c'est fait à partir de laine de mouton. Il y a du feutre de poil aussi, qui est un feutre un peu plus fin, qui est un feutre aussi imperméable de nature normalement, qui est fait à partir normalement de poils de lapin. Ah ouais. Donc là, bon, déjà, avec le client, si on a décidé que ce serait du feutre de laine ou du feutre de poil, bon, ça, on a déjà validé en amont. Mais en tous les cas, le feutre se travaille de la même manière. En fait, il se travaille avec de la vapeur. Donc, moi, j'ai une petite machine à vapeur dans mon atelier. C'est juste une machine avec un genre d'embout qui projette de la vapeur en continu, quoi. Tu Et fais donc, hammam dans l'atelier. c'est ça. Donc la première étape, c'est de mouiller le feutre, qui s'imprègne bien, qui soit bien humide, et puis de l'apprêter. Donc apprêter un feutre, c'est vraiment... alors il y a plusieurs types d'apprêts, il y a des apprêts chimiques, mais il y a aussi des apprêts plus naturels, comme de la gomme arabique, qui permettent de donner la rigidité finale du chapeau. Donc une fois qu'il est bien humide, on va apprêter le chapeau avec ce produit-là qu'on choisit. Qu'on choisit. Donc moi je l'apprête avec un pinceau en fait. C'est comme si je peignais un peu mon feutre. Et puis là je le réhumidifie pour que l'apprêt imprègne bien en profondeur le feutre. Et une fois que ce chapeau est apprêté, je vais le passer à la vapeur. Pour qu'en fait la vapeur puisse vraiment donner... en fait ça va me permettre de tirer mon feutre sur mon moule à chapeau. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire, le feutre à ce moment-là, tu l'as mis sur un moule. Hein. Ouais, Voilà. ok. Voilà. Une fois en fait qu'il est passé à la vapeur, je vais vraiment le tirer sur un moule à chapeau. C'est un moule en fait qui a une forme, une taille et qui est très souvent fait de bois. Et c'est du bois, comment dirais, pas souple mais mou à l'intérieur en fait qui me permet de mettre des petites punaises en fait, d'épingler le feutre sur ce bois-là. C'est souvent du bois de tilleul si je me trompe pas. Donc voilà, et donc là c'est la partie un peu physique, c'est vraiment je vais venir tirer mon feutre sur ce moule à chapeau pour qu'il prenne parfaitement la forme en fait du bois qui est en dessous. Tout ça, ben, ça prend, je sais pas moi, 1 heure, enfin du début de l'apprêtage au moment où je commence à le laisser sécher. Et après, bon ben moi je le laisse sécher à l'air libre en fait entre guillemets dans mon atelier. Et donc bah là, dépendamment de la météo, en hiver ça prend plutôt 2 jours à sécher, en été ça prend plutôt 1 jour. Mais voilà, il faut vraiment attendre que le feutre soit bien sec pour pouvoir le démouler. Et donc ben une fois qu'il est sec, on vient le sortir de sa forme. Et puis c'est là que toutes les étapes de finition commencent en fait. Donc ben, je vais recouper les bords correctement à la taille voulue. Là pour ça j'ai un outil en fait. Je saurais même pas donner le nom en français, mais en anglais ça s'appelle un brim cutter. C'est vraiment un outil qui vient faire le tour du moule et je décide en fait, c'est un peu un cutter circulaire en fait, qui me permet de faire ouais, de couper bien rond quoi les bords. Ensuite, ben, je vais venir le brosser. Souvent, je les reforme un tout petit peu sur le devant, sur le dessus, avec mes mains en fait simplement et de la Donc à ce vapeur. moment-là, il est encore malléable. En fait, tu peux encore, il n'est pas rigide, Ben, en fait, suffisamment rigide. si, il est rigide une fois qu'il est sec, mais je le repasse rapidement à la vapeur pour pouvoir un tout petit peu, je sais pas moi, pincer le haut de la calotte, voilà, ou bomber la calotte, enfin voilà.
Ça, du coup, je fais des petites finitions comme ça souvent. J'aime bien aussi cette partie un peu de sculpture du chapeau, un peu à la main aussi, de lui redonner un peu la forme qu'on veut exactement sans respecter le moule initial. Voilà. Et puis après, ben, du coup, je le brosse. Je couds à la main le ruban à l'intérieur. Donc le ruban, extrêmement important qu'il soit à la bonne taille en fait aussi. C'est ça vraiment qui va donner, ben, enfin, qui va donner la taille de la personne, quoi. Et puis après, je le garnis en fait, selon ce qu'on a décidé de faire, un petit Alors, ça veut dire ruban. quoi, garnir? Alors la garniture, c'est vraiment décorer son chapeau, quoi. Quel ruban on veut mettre? Est-ce qu'on va mettre une plume? Est-ce qu'on veut mettre un ruban en cuir? Est-ce qu'on veut mettre un ruban vintage? Enfin voilà. Ok. Et alors, dans les moules, est-ce que ça veut dire que tu as un moule par forme de chapeau différent, c'est ça, en fait? Ouais. Donc, et ces moules-là, en fait, ils s'achètent, ils se fabriquent. Qui les fabrique, en fait, ces moules-là? Alors j'ai un moule par forme et par taille. Eh oui, ok. Ouais, parce que du coup, en fait, j'ai 3 tailles dans mon atelier parce que c'est très cher, en fait, les moules à chapeau. J'ai les 3 tailles standards, c'est-à-dire 55 centimètres, 57 centimètres, 59 centimètres. Et une fois que le chapeau est moulé à cette taille-là, on peut soit l'agrandir d'un centimètre, soit le rétrécir d'un centimètre. Donc d'avoir ces 3 tailles, ça me permet quand même globalement de couvrir toutes les tailles de tour de tête qui existent. Et oui, alors les moules à chapeau, du coup, c'est un métier qui est très rare aussi. Ce sont les formiers, ça s'appelle comme ça. Alors il en reste très peu en France et pas très accessible dans le sens où ils n'ont pas de site internet. Il faut vraiment aller les voir à leur atelier pour pouvoir commander. Ce qui du coup n'est pas mon cas parce qu'il n'y en a pas en Alsace, donc j'ai pas encore fait le déplacement jusqu'à eux. Mais pour le coup, il y a des formiers en Angleterre aussi. Ça, c'est quand même un métier qui est assez connu en Angleterre. Enfin, assez connu. Mais il y en a deux, trois en Angleterre qui sont connus. Et il y en a également en Pologne. En Pologne, qui font ça, voilà. Et qui sont, du coup, eux, ont des sites internet. Moi, je les achète ouais, sur internet. Et ça m'est arrivé aussi d'acheter des moules d'occasion, en fait. Oui, bien sûr. Enfin, de modistes qui arrêtent leur activité et puis qui revendent des moules. Donc, voilà. Parce que j'ai vu une vidéo, il y avait une modiste qui faisait faire par un menuisier ses propres moules. Donc, il les dessinait ensemble parce que la personne disait, j'arrive pas à trouver exactement la forme que je souhaite. Sur la base, l'angle ne me convient pas. Donc, Ouais. elle le fait faire en le dessinant. Donc ça, je pense que ça va être un autre gros boulot. Tu disais que ça coûtait cher. Ça coûte combien, juste pour qu'on ait une C'est petite idée de environ l'investissement? 300 euros le moule. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais. Donc si tu multiplies les formes par les tailles, ça commence Ouais, à c'est un devenir petit pas mal. investissement quand même. Mais ouais, c'est Ok. clair que j'ai déjà pensé à venir, enfin, à travailler avec un menuisier. Après, ça demande des compétences assez Ouais. particulières, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Bon, alors, est-ce que tu fais, alors j'ai cru voir sur ton site, hein, que tu faisais aussi de la réparation de chapeaux, ce que je trouve super aussi, parce que enfin, des chapeaux en général, c'est des objets qu'on adore et on n'a pas des masses envie. Enfin, c'est pas un objet qu'on a envie de jeter, quoi. Donc, Ben, j'imagine que c'est un service qui doit vachement plaire, ça, non? ouais, c'est clair. Bah, en fait, j'y avais pas pensé tout de suite, mais c'est vrai qu'avec un peu de réflexion, je me suis dit, bah, en fait, c'est vrai qu'un chapeau, c'est même quelque chose qu'on peut passer de génération en génération. Enfin, moi, j'ai des amis qui ont hérité, entre guillemets, du chapeau de leurs grands-parents ou de leur père ou de leur mère, enfin voilà. Et du coup, je me suis dit, c'est dommage parce que ces mêmes personnes-là me disaient, ben, ils restent un peu dans le placard parce que ben, je les aime beaucoup et c'est un objet qui a beaucoup de. Enfin, c'est un objet dans lequel j'ai mis beaucoup d'émotions, qui a une histoire et tout, mais bah, soit je le porte pas parce qu'il n'est pas à ma taille, soit je le porte pas parce qu'il est plus trop. Bah, il est plus trop moderne, quoi. Il est plutôt dans l'air du temps. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est dommage, quoi, parce que moi, je pourrais les reformer ou les remettre à la bonne taille. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Et ouais, c'est assez sympa. Après, ça a quand même ses limites dans le sens où bah, un chapeau taille 59, je peux pas le rétrécir à taille 56, quoi. Et ça reste toujours maximum, grand maximum 2 centimètres. Donc ça, c'est pour les tailles. Après, pour les formes, ben, ça va dépendre de la matière, ça va dépendre de la forme initiale et tout. Mais il y a toujours quelque chose de sympa à faire. Enfin,
Puis les gens sont contents en fait de repartir avec leur chapeau et se Et dire puis ah cool, je vais pouvoir le mettre quoi. et de voir le chapeau qui reprend vie, je trouve ça super, effectivement. Ouais. Alors, comment, truc très pragmatico-pratique, une fois que tu l'as fabriqué, il faut le vendre. Comment tu les vends? Est-ce que tu as une boutique? Ou bien, alors je crois que tu as un atelier, mais est-ce que donc tu fais venir tes clients là? Tu présentes comment? Comment tu te fais connaître? Voilà, comment ça marche après quand il s'agit de vendre? Ah là là, et là c'est le vrai entrepreneuriat. Ça c'est l'entrepreneuriat qui dépasse un peu l'artisanat. Alors moi j'ai commencé en fait pendant le premier confinement, donc compliqué. Compliqué, après j'avais pas du tout prévu cette crise-là, comme beaucoup de personnes en fait. Mais je me suis dit tant pis que ça m'arrêterait pas. Et du coup j'ai commencé avec une boutique en ligne, donc sur mon site internet. Où les gens peuvent acheter différents modèles, différentes couleurs que je propose. J'ai aussi participé à une boutique éphémère de créateurs en décembre, parce que clairement les fêtes de fin d'année, c'est quand même l'activité la plus intense, je dirais, de l'année. C'est vrai que c'est la période de l'année où on se dit, ah ben, j'offrirais bien un chapeau ou je me ferais bien offrir un beau chapeau. Et puis, ben là, je suis encore en plein développement, donc j'aimerais bien démarcher de plus en plus de boutiques indépendantes en France. Là, pour l'instant, c'est vrai que du coup, la boutique en ligne fonctionnait plutôt bien. Et puis, quand les personnes voulaient essayer et qu'elles étaient du coin, elles pouvaient passer à l'atelier, voir un peu les différentes couleurs, etc. Mais c'est vrai que d'avoir un partenariat avec des boutiques indépendantes, ça me permettra d'être physiquement visible en fait, puis que les gens puissent venir voir, essayer. C'est quand même ça aussi quand on achète un chapeau, on a toujours peur que ça nous aille pas. Donc c'est quand même dommage de rester dans le virtuel. Donc ouais, ça c'est dans les plans pour les prochains mois, quand la situation sera un peu stabilisée, parce que c'est vrai que c'est un peu décourageant toute cette période d'ouverture, de fermeture, de réouverture, de refermeture. Enfin, c'est mine de rien, bah, j'ai un peu l'impression qu'on me coupe l'herbe sous les pieds à chaque fois quoi, que je me lance et puis ah, ben non, en fait, non, ça sera pas tout de suite. Donc voilà, on garde le cap et on se dit que ça va, on va retrouver une vie normale bientôt, quoi. Et puis, bah, mon plus grand rêve, ce serait d'ouvrir un atelier boutique à Strasbourg, où en fait, j'aurai mon petit atelier au fond pour les curieux qui voudront voir un peu les différents outils, comment ça se passe, la création d'un chapeau, mais aussi une boutique en fait où je pourrais vendre des marques d'indépendants comme moi, que ce soit des couturiers, couturières. Et puis plein d'autres artisanats, en fait, des brodeuses, des céramistes. Enfin, il y a tellement d'artisanats possibles et beaux et il y a tellement de choses belles autour de nous et locales que voilà, j'aimerais bien ouvrir un peu une boutique comme ça. Et puis qui serait en fait bien plus qu'une boutique pour pouvoir animer des ateliers d'initiation au crochet, au tricot, à la couture, des clubs de lecture, enfin voilà, vraiment Un lieu de lieu vie. de vie quoi en fait, plus qu'une boutique en fait. Alors, Ça, ce sera un rêve mais qui sera pas fait avant, je pense quelques années, mais je me donne. Tu fais la bonne transition sur les questions que je voulais te poser par la suite. C'était déjà, donc tu parlais de rendre visible ta marque. Ta marque, elle s'appelle Boketo. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce nom Boketo? Je trouve ça super joli l'explication. Ouais, donc Boketo, en fait, c'est un terme intraduisible japonais qui signifie l'art de regarder distraitement au loin. Et ben, j'ai un certain intérêt, en fait, pour les termes intraduisibles. Dès que j'en trouve un dans un livre ou au détour d'une conversation, enfin, parce que c'est un truc qui m'attire. Je trouve ça extrêmement poétique, en fait, d'avoir un mot qui permet de décrire une situation un peu particulière, un geste, une pensée. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a tellement de mots intraduisibles en fait à découvrir. Enfin, j'ai acheté récemment un dictionnaire des termes intraduisibles avec des tas de mots dans différentes langues, tous plus poétiques les uns que les autres. Il y en a aussi des très drôles. Enfin, voilà, et du coup, Boketo, ben, c'est un terme qui a tout de suite résonné en moi parce que ça, la recherche d'un nom pour une entreprise, c'est assez long. Enfin,
je pensais que ça allait être facile et en fait, non. Enfin, j'ai fait des brainstorming, je me suis noté un tas d'idées, j'ai commencé par adopter un mot et puis me dire, ah, finalement, non, ça marche pas. Et Boketo, il est arrivé comme ça, un peu au détour d'une lecture, et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça, enfin, c'est trop moi, la rêveuse au regard distrait, et puis ça fait aussi référence à l'horizon, à l'avenir, au voyage, et j'ai trouvé ça vraiment génial, Boketo. D'après ce que j'ai lu aussi sur ton site internet, ça fait quand même aussi un peu écho à ce que tu mets derrière le chapeau, en fait, qui est pour toi un objet vachement symbolique, symbolique de transmission, symbolique aussi de philosophie de vie, en fait, aussi. Donc, ce que j'ai pu lire, en fait, effectivement, c'est que pour toi, t'avais la conviction que porter un chapeau, c'était vraiment feel good, quoi. Enfin, c'est une confiance, voilà, un sourire. C'est aussi des échanges. Tu parles aussi de communauté, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, les gens ils t'arrêtent dans la rue, un peu comme Mm. les motards, tu sais, qui se Ouais. saluent quand ils se croisent, etc. Donc voilà, je trouvais que c'était super intéressant et ça m'amène une autre question, c'est je pense que tu veux porter aussi un certain nombre de valeurs à travers ce projet-là, tant dans les choix des matières premières, voilà, de réutilisation, de recyclage, etc. Est-ce que ça tu veux un peu nous expliquer quelles valeurs tu veux un peu transmettre? Ouais, complètement. Je vais un peu rebondir sur l'introduction du podcast qui parle de la citation d'Henri de Monterland par rapport au fait de ralentir et de la lenteur. En fait, je pense que ça, c'est un grand pilier de mon projet, c'est de ralentir, mais de revenir à quelque part à une sorte d'essentiel, en fait, de revenir à de l'artisanat pur, en fait, à quelque chose qu'on peut faire de nos mains, de nos propres mains, à un système plus transparent, plus humain. Euh, je trouve que enfin, moi particulièrement, j'adore pouvoir acheter des créations et savoir qui est derrière cette création, d'acheter bien plus qu'en fait une création, en fait, d'acheter une histoire, de soutenir l'artisan qui est derrière, euh, d'acheter aussi quelque part une personnalité, enfin sans dire acheter une personnalité, c'est horrible à dire en fait, mais enfin voilà, c'est bien plus qu'un achat en fait quand on soutient le créateur comme ça. Et donc il y avait vraiment cette idée de ralentir, puisque pour faire aussi opposition à ces 6 ans d'expérience en cabinet d'audit qui ont été assez traumatisants en termes de travail, très stressants, très intenses, où je travaillais vraiment un nombre d'heures incalculable. Enfin, j'avais vraiment envie, ouais, de ralentir, quoi, de me dire, ok, non, mais le monde va beaucoup trop vite là. Enfin, est-ce qu'on peut pas revenir, faire un petit bond en arrière et revenir à quelque chose de plus simple, quoi. Il y a vraiment cette notion-là, et je voyais pas autrement que l'artisanat, en fait. Pour moi, ralentir, ça passe par là. Le fait de créer. Et Après, il puis, y a une notion aussi d'indépendance parce que tu as fait quand même ce choix d'exercer ce métier en tant qu'indépendante. Enfin, c'était une de mes questions, c'est que je crois que tu peux être modiste aussi dans des maisons, bon, déjà dans des entreprises ou dans des maisons de couture aussi. Tu as fait ce choix-là d'aller vers l'indépendance. Je dis que c'est aussi pour d'autres raisons. ouais, je pense que c'est aussi pour un peu, quelque part, dire non au salariat, quoi. Enfin, c'était un système qui me convenait plus, puis j'avais envie d'essayer, quoi, d'être ma propre chef. C'est pas tous les jours facile, en réalité. Il y a quand même, on a souvent une belle image de ce que peut être l'entrepreneuriat, parce qu'on se dit qu'on est libre, on est indépendant, on fait ce qu'on veut, on se donne ses propres objectifs, etc. Mais quelque part, être entrepreneur, c'est aussi être son propre manager, et souvent savoir être bienveillant avec soi-même. Et ça peut être extrêmement compliqué, parce que je pense que on l'a tous déjà fait, on s'est tous déjà traité de con ou de conne, en disant oh là là, mais qu'est-ce que je suis bête d'avoir fait ça ou d'avoir dit ça ou machin. Et ça, c'est quelque chose de quotidien quand on est entrepreneur, c'est vraiment d'arriver à déconstruire ça, enfin, à construire cette bienveillance envers soi-même, de prendre le temps aussi de construire son entreprise avec son image, avec ses valeurs, et puis de faire ça bien, quoi. Ça, voilà. Et puis, je sais plus trop où je voulais en venir, du coup. Non, Être... mais pourquoi qu'est-ce que
pourquoi tu avais fait ce choix d'être indépendante. C'est-à-dire que effectivement, ça t'a amené cette autonomie, cette capacité de choisir et de plus subir le salariat, mais avec des difficultés, quoi. En gros, c'est voilà. Donc Ouais, tout n'est pas si complètement. simple, quoi. On s'en rend pas toujours, enfin, on s'en rend pas tout de suite compte en fait, mais d'être salarié, ça a un côté confortable, de se dire, ben, je commence ma journée, je la finis, je rentre chez moi et puis c'est terminé et puis je recommencerai le lendemain. Mais entre-temps, je m'arrête là, quoi. Il y a un peu ce côté où toute la responsabilité ne repose pas sur nos épaules. Quand on est entrepreneur, on s'en rend pas compte tout de suite, on a une belle image et puis en fait, au fur et à mesure, on se dit, bah, en fait, non, toute la responsabilité est sur moi, en fait. Enfin, donc, on se fait toujours un peu rattraper par la pression, ben, de vendre, de communiquer, d'être visible. Enfin, voilà, c'est ça Et là, aussi. c'est charge à toi de réguler, quoi. Il y a que toi Exactement. qui peux réguler cette pression que tu te mets, parce que c'est ça qui est compliqué aussi dans le monde entrepreneur, c'est qu'à la fois tu te projettes dans du très loin, parce qu'il faut toujours avoir les étapes d'après, et en même temps accepter qu'il faut gérer le maintenant, et qu'avec un certain rythme, que les rythmes ne sont pas toujours, les choses ne vont pas à la vitesse parfois que tu le souhaiterais, qu'il y a les impondérables extérieurs de type Covid. Et ouais, j'imagine que c'est pas évident, hein. Ouais, complètement. Enfin, ça, c'est clair que ça rentre dans l'équation. Et puis, il y a aussi toute la question de déconstruction de la productivité et du travail, en fait. Parce que moi, je suis passée quand même d'auditrice financière, donc à un travail sur un ordinateur, 15 heures par jour, devant des fichiers Excel, des mémos, des rapports, enfin voilà, à un métier artisanal. Donc en fait, je dirais qu'aujourd'hui, euh, je fais de la création, de l'artisanat pur à 50-60% de mon temps et le reste de mon temps, je le passe justement à faire de l'entrepreneuriat, de la communication, de la commercialisation, tout ça, enfin, tout ce qui va avec pour pouvoir faire vivre l'artisanat en fait. Ouais, et t'as raison, Et faut pas vraiment, négliger cette partie administrative, quoi, ouais. aussi, quoi. Communication, vente et administrative, ça Et donc, il y a c'est vraiment hyper cette important. déconstruction, en fait, du travail qu'on se faisait, enfin, de l'idée du travail qu'on se faisait avec ce que je fais aujourd'hui, quoi, qui est aussi différente et qui prend du temps, mais qui est plutôt cool. Voilà, avant de conclure sur ton métier, j'ai deux petites questions. C'est quoi ton modèle, le modèle que tu as réalisé, ton modèle fétiche, je sais pas, voilà, le chapeau que tu garderas toujours dans ton cœur. Euh, alors, moi, j'ai un modèle là que j'ai fait, que j'ai pas eu beaucoup le temps de porter parce que la météo est affreuse en ce moment. Mais j'ai fait un petit bob en paille raffia qui est absolument adorable et que je sais que je porterai tout l'été. Tout Vivement l'été, les je pense jours que les chauds. Strasbourgeois pourront me reconnaître comme ça dans la rue, c'est parce que ce sera la fille au bob au paille, en bob en paille, parce que je le trouve vraiment trop cool et trop pratique. Et voilà, et je sais que celui-là, je le garderai longtemps. Et je le trouve vraiment atypique et en même temps assez classique et facile à porter. Euh, Après, franchement, je les aime tous, quoi. Il y en a pas, hein. Enfin, c'est un peu mes bébés, quoi. Donc C'est ce que j'allais te dire. quand je les Et du laisse coup, partir chez le client, je suis un peu en mode bon bah au revoir. Enfin, genre, c'est un déchirement, quoi. ouais. Tu demandes à tes clients de t'envoyer des nouvelles ou quoi? Bah, ça Bon. m'arrive. Puis alors, quand les clients me réécrivent pour me donner des nouvelles, je trouve ça super cool. Récemment, j'ai une fille, justement, on parlait de communauté du chapeau, mais une fille qui m'a écrit pour me dire que elle avait mis son chapeau pour aller au travail et qu'elle a croisé un chauffeur de bus qui avait un chapeau et qui lui a fait la révérence avec son chapeau. Ah non, Et j'ai excellent. trouvé ça incroyable. J'étais là, mais c'est ça en fait, le feel good du chapeau, et c'est ça que j'ai envie de partager. Et je suis trop contente quand les gens comprennent ce côté-là un peu d'aimant positif, d'aimant Bah, attends, tu positif. réalises, Julie, qu'en fait, tu vas devenir la présidente de la République de la communauté des chapeaux. Ah En oui, fait, c'est c'est ça. ça. Ah, en fait, t'as comblé tes deux rêves, quoi. C'est Ouais. parfait, quoi. Bon, je t'avais demandé de réfléchir à une anecdote sur ton métier. Est-ce que t'as eu le temps? Est-ce que t'as un truc à nous raconter? Ouais, alors l'anecdote du coup qui me fait sourire et en même temps qui m'émeut beaucoup, c'est quand j'ai parlé de ce projet à mes parents. De chapellerie artisanale, ben, j'ai une de mes tantes qui était en train de faire un arbre généalogique
et qui s'est rendu compte que mon arrière-grand-mère paternelle était modiste à l'époque. Et du coup, Incroyable, tu le savais pas? non. Mais en fait, c'est une personne qui est décédée assez jeune, donc très peu de personnes dans ma famille l'ont connue. Et, et du coup, ben, c'était... moi, je vois des signes de la vie un peu partout. Je crois à l'alignement des planètes, tout ça. Et puis là, je me suis dit, ok, mais en fait, enfin, c'est un signe, quoi. C'est un signe qu'il faut que je me lance. Et que, enfin, c'est génial, quoi, de pouvoir prendre une certaine relève dans la famille, quoi. C'est trop cool. Même si cette personne, je l'ai pas connue, ben, elle fait partie de mon historique, de mon passé à moi. Et c'est trop chouette, quoi, de pouvoir continuer ça, quoi. C'est incroyable ces valeurs en fait c'est un héritage, c'est toi que tu transmets. Il y a un bout de ton arrière grand-mère que tu transmets quelque part dans tes mains, dans ce que tu réalises. Je trouve ça génial. J'imagine que au moment où tu es en train de créer ou quelque part t'attends tous les signaux possibles pour conforter dans ces choix-là. Celui-là, il a dû être de taille quand même. Ah, clairement. Ouais. Clairement, là, je me suis dit, ok, j'y vais. C'est bon, allez, il y a plus rien qui me retient. Alors pour conclure sur ton métier, même si on en a déjà un petit peu parlé, quelles sont tes joies, tes fiertés, et de l'autre côté les difficultés, même si on en a un petit peu parlé tout à l'heure? Ouais. Alors, je pense que quand je crée, quand je suis vraiment dans ce processus de création, de fabrication, je rentre dans presque dans un état méditatif, en fait. Euh, et ça, je trouve ça incroyable dans un métier comme ça, manuel, c'est de pouvoir se raccrocher au présent, en fait, à vraiment se raccrocher à ce que nos mains sont en train de faire, et vraiment, ouais, d'être présent et d'être dans cet état semi-méditatif. Je trouve ça incroyable de pouvoir faire ça tous les jours. Euh, et puis ouais, et de pouvoir créer, en fait, simplement faire quelque chose de ses mains, je trouve ça génial. Génial, et pour rien au monde, je retournerai dans le passé pour refaire un job uniquement sur l'ordinateur. Enfin, ça me convient pas, et voilà. Et je trouve que c'est une richesse de l'artisanat de pouvoir, en fait, juste créer, quoi. Et puis, Et accepter aussi la contrainte du temps. oui, accepter la contrainte du temps, qui du coup peut rentrer dans un avantage et un inconvénient. C'est en fait de dire, bah, je vais prendre le temps. Mm. L'inconvénient, c'est que le temps est précieux, que le temps est précieux, et que bah, il y a des fois où je me laisse un peu rattraper par cette pression et de me dire, non, en fait, là, j'ai plus le temps. Alors qu'à la base, si je crée ce projet, c'était pour prendre le temps, c'était pour ralentir. Donc il y a toujours un peu ce côté, bah oui, d'entrepreneuriat qui nous rattrape parce qu'on veut en vivre de cette activité. Bien sûr. On n'en a pas parlé d'ailleurs justement. J'imagine que ça a fait partie des gros choix quand même que tu as dû faire parce que entre auditeur en finance et ce projet-là, bon, j'imagine que tu as fait les simulations, mais ça doit être complètement un écart de dingue en termes de niveau de vie et de salaire. Est-ce que tu sais dire à peu près en tant que modiste, c'est quoi un salaire tu vois, ou c'est quoi un revenu classique, quoi, en Ouais. termes de... Alors il y a des études enfin des études sur les sites là qui répertorient tous les métiers, qui disent que un ou une modiste gagne en moyenne 1 500 € par mois. Ouais, donc ça n'a rien à voir avec auditeur dans la finance, on est Non. d'accord. C'était par jour, ça, non? Non, non, ça n'a rien à voir. Et en même temps, j'en étais consciente. J'en étais consciente avant de faire ce choix, parce que c'était quand même une grosse décision à prendre. Ouais. Et en même temps, en fait, moi, avant, je gagnais très bien en audit financier, ça c'est certain. Euh, je gagnais mieux que... Enfin, j'avais pas besoin de tout cet argent, en fait. Et je me posais pas de questions quand je m'achetais une belle pièce ou quand je partais en week-end. Enfin, voilà, je me posais très peu de questions financièrement. Là, je m'en posais évidemment plus parce que Mm. c'est pas du tout la même vie. Mais on s'y accommode quand même. Après,
bah, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'emprunt, voilà, j'ai une certaine liberté, en fait, là, aujourd'hui, qui me permet de vivre avec ces moyens-là. Et en même temps, j'ai découvert que, ben, du coup, il y a une certaine joie, en fait, de me dire que, ben là, je vais partir en week-end. Alors oui, c'est un petit sacrifice financier. Je vais pas pouvoir le faire tous les week-ends, tous les mois. Mais par contre, ça m'apporte une certaine joie, en fait. Pareil, à Noël, je pense que ça faisait des années que j'avais pas des vraies envies, des vraies idées cadeaux, en fait, parce que je pouvais me les Oui, permettre avant. Et là, aujourd'hui, ben, oui, je pourrais me les permettre, mais en serrant un peu la ceinture à la fin du mois, alors que là, j'étais là, bah, en fait, j'aimerais bien une belle théière, j'aimerais bien un beau bijou de telle créatrice, j'aimerais bien si. Et puis, en fait, du coup, on retrouve aussi des certains oui, bah, de la de valeur, on redonne plaisir de la et valeur aux choses. la valeur des choses, ouais. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. Ok. Et bah, du coup, je pense que tu as répondu quand même à la question suivante qui est qu'est-ce que tout ça, tout ce métier, ce changement et ce projet, cette aventure t'a apporté? Mais je crois que du coup, tu as un peu répondu, Ouais. mais peut-être t'as peut-être d'autres réponses aussi à apporter, mais Ouais, alors je pense que oui, partiellement répondu à cette question. Après, je pense que principalement, aujourd'hui, je suis alignée en fait à ce que je fais, à mes envies, mes désirs, mes ambitions. Enfin, je suis bien dans ma peau, quoi, aujourd'hui, en fait. Enfin, alors oui, il y a des moments de stress quand on entreprend, il y a des moments de pression, mais on les oublie vite, en fait. Enfin, le lendemain, on se réveille, on se dit, non, mais là, j'ai trop hâte d'aller à l'atelier, j'ai trop hâte de faire ci, j'ai trop hâte de faire ça, j'ai des projets, j'ai envie, enfin, voilà. Et ouais, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est de se sentir aligné, de trouver du sens en fait dans ce qu'on fait, parce que ça, c'est. Je pense que la génération de mes parents avait une vision du travail. Il faut travailler, c'est la vie, c'est comme ça, travaillons dur. Et puis les jeunes, c'est ce qu'ils vont nous apporter. Là, la génération qui arrive, c'est en fait, sont des personnes qui ont véritablement et profondément envie de trouver du sens tout de suite mm, mm. et pas et dans leur travail quoi, parce Et qu'en pas la fait retraite. et pas à la retraite quoi, et pas juste le week-end et pas juste le soir Je et suis ça entièrement c'est d'accord. génial en fait. Ouais. Il nous bouscule beaucoup hein, là-dedans. Bon, on Ouais. n'a pas du tout le même âge. Moi, je suis encore deux générations dessus de toi, mais ouais, je suis entièrement d'accord. C'est assez étonnant. Pour la petite histoire, ma sœur, elle est DRH et elle a fait tu sais, un espèce de colloque dans un collège. Et elle me disait, j'ai été totalement scotchée parce qu'en fait, ces enfants-là, enfin, qui sont quand même assez jeunes, donc elle disait ça par rapport à, on pouvait pas espérer ce niveau de maturité, mais les premières questions qui étaient posées, c'était sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous heureuse dans votre travail? Et on en discutait, on se dit, mais est-ce que toi, au collège, t'aurais eu déjà le cran de poser la question, est-ce que tu aurais posé cette question aux gens qui venaient te présenter leur métier? Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui change énormément et je suis assez admirative de l'observer. Moi, je l'observe chez mes enfants aussi Mmh. et je trouve ça génial. Ouais, Je c'est trouve ça clair. génial de le voir. Mmh. Bon, super. On n'en a pas parlé, mais je crois que tu as quand même un peu dans le rêve ultime aussi, une notion de transmission aussi, du savoir que tu vas acquérir. Ça, je pense que c'est peut-être des petits rêves, des doux rêves, d'étapes 3-4 dans ton projet, hein, c'est ça? Ouais, complètement. Alors là, j'ai été contactée par Weekendoo, c'est une plateforme qui permet d'organiser des ateliers un peu partout en France avec différents artisans. Pour justement organiser des ateliers de création de chapeaux, de bérets, de bobs. C'est en cours. Et de Génial. mon côté, en fait, c'est pas que je freine, mais j'ai encore besoin d'apprendre de mon côté avant de l'apprendre aux autres parce que c'est un savoir-faire si magnifique. Et je sais que je Mm. fais encore des erreurs, qu'il y a peut-être des gestes que je fais pas tout à fait correctement, mais que je vais améliorer dans le temps et que je vais perfectionner. Et je sais que j'attends le moment où je le sentirai vraiment, où je me sentirai à l'aise de pouvoir transmettre ce savoir-faire. Ça va arriver, c'est sûr. Mais j'ai vraiment envie de pouvoir faire honneur en fait à la chapellerie Ouais, je comprends. en animant ces cours-là. Donc ouais, clairement, et ça fait partie un peu de ce projet-là. Et puis pourquoi pas, quand j'ouvrirai mon atelier boutique à Strasbourg, bah, pouvoir embaucher quelqu'un en fait qui s'intéresse à ce domaine-là. J'ai déjà eu pas mal de demandes de stage.
les apprentissages, mais en fait, je suis en couveuse d'entreprise actuellement et donc administrativement, ça me permet pas de prendre des gens sous ma responsabilité parce que je suis Puis en c'est couveuse d'entreprise. Puis c'est vrai que c'est compliqué d'apprendre à quelqu'un tant qu'on n'a pas l'impression de 100% maîtriser le truc. Ça, Ouais, je c'est l'entends ça. complètement, hein. Ouais, ouais. Et alors Si pour j'ai appris une chose dans ce projet, c'est à m'écouter aussi. Et en fait, là, je sais que bah, j'attendrai le moment où je me sentirai à l'aise et je le saurai en fait. Et ce sera dans pas très longtemps, je pense, mais voilà, je préfère attendre ce moment et être certaine de moi et être à l'aise. ouais, génial. Alors si des gens nous écoutent là, ce que j'espère bien, et souhaitent faire ce métier plus tard, tu dirais quelles sont les qualités nécessaires pour l'exercer? Alors, ben, déjà, d'aimer créer, d'aimer fabriquer, euh, d'être curieux en fait, curieux et aimer l'expérimentation parce que c'est ça aussi, c'est de tester, d'essayer, de refaire, recommencer, euh, d'être minutieux et rigoureux aussi parce que il y a de ça dans la couture. C'est un métier rigoureux. Euh, et puis, euh, et puis de se laisser inspirer en fait par tout ce qui nous entoure, euh, de pas se fermer des portes, de pas se limiter à des croyances qu'on a pu avoir dans le passé, vraiment s'ouvrir au monde quoi. Hmm. S'ouvrir au monde et se dire que tout est possible. Et que si vous avez envie de faire des chapeaux, ben faites des chapeaux, c'est possible. Ok. Et plus globalement, à toutes les personnes qui pourraient être sur le chemin de l'orientation et de la reconversion, bon, les conseils que tu viens de donner sont complètement valables à tous les métiers. Est-ce que tu en aurais d'autres à toutes ces personnes qui peuvent être dans un cabinet d'audit et se dire, putain, je sais pas la vie de demain que je veux, mais j'ose pas franchir le cap ou je ne sais quoi. Alors, je pense qu'il y a peser le pour et le contre. Être conscient des sacrifices qu'on fait en fait quand on fait une reconversion professionnelle parce que c'est complètement différent quoi. Enfin, une fois de plus, il y a des sacrifices financiers. C'est Mm. sûr, quand on se reconvertit professionnellement et qu'on se lance à son compte, il va y avoir un moment où, ben non, on va pas gagner autant, ou peut-être qu'on gagnera jamais autant. Donc, accepter ça et vraiment bien peser les pour et les contre et savoir si c'est adapté et adéquat par rapport à ses envies et ce qu'on se fait comme idée de reconversion. Ouais. Euh, Persévérer aussi. Mais en fait, juste se dire que tout est possible. Euh, Se visualiser aussi en fait dans cette reconversion professionnelle. Moi, c'est vrai que ça, je l'ai fait aussi pendant un moment, des petits exercices comme ça à l'écrit de visualisation où en fait, je m'imagine Julie dans 5 ans dans mon atelier boutique par exemple. Et je pense que ça aide aussi quand on a des peurs un peu irrationnelles. En fait, de le mettre à l'écrit, de faire des petits exercices comme ça. D'ailleurs, il y a plein de comptes de développement personnel qui donnent des petits exercices comme ça, ou des livres. Enfin, il y a plein de choses. Moi, j'ai lu plein de livres de développement personnel. Enfin, Ouais. voilà, pour un peu me réconforter dans cette idée-là. Et puis, en fait, d'y croire, quoi. En fait, je pense qu'à partir du moment où on y croit, enfin, on est capable de donner tous les moyens possibles pour réaliser ce projet-là, quoi. Et c'est tout ce travail-là, en fait, tu vois, là je te rejoins sur tout ce travail que tu as fait de développement personnel, de réflexion, etc. C'est tout ça aussi qui a permis, à un moment donné, de laisser germer cette idée. Tu dis qu'un jour tu t'es réveillé le matin en pensant au chapeau, mais c'est parce que tu avais fait un travail où tu avais un peu ouvert les vannes pour permettre à cette idée-là de jaillir, quoi. Et si tu parlais à la Julie en terminale que tu étais, tu lui dirais quoi en termes d'orientation et pas de reconversion? Elle a tout devant elle. Ah, en fait, je crois que je regrette pas tant mon expérience professionnelle. Enfin, je pense que je dirais juste à Julie, oh, bah t'inquiète, franchement, fais un peu ce qui te vient, ce que tu sens. Enfin, enfin, ça va venir, quoi. Peu importe, tout est possible. Donc, en fait, si à un moment donné, t'as envie de changer de vie, tu changeras de vie. Et si moi, à un moment donné, la chapellerie, j'y trouve plus mon compte, ben, je changerai une fois de plus, quoi. Enfin, je lui dirais juste,
chill, ça va le faire, ça va aller. Et je pense pas que je changerais spécialement d'orientation. Ok. Ouais, non, je sais pas. Ça marche. Et ben écoute, merci pour tous ces éléments, ces explications et puis tes super conseils. Tu sais qu'avant de se quitter, je vais te demander de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Est-ce que tu as pu y réfléchir? Oui, j'y ai réfléchi. Alors, je vais revenir encore un tout petit peu sur mon activité, mais moi, mon rêve, c'est de pouvoir faire des chapeaux en feutre de laine issus de moutons alsaciens, de l'ultra local, un circuit court, éthique, humain, transparent, quoi, parce que aujourd'hui, l'industrie textile, c'est encore un vrai problème, l'opacité. Bon, bref, Oui. le fait que ce soit opaque, quoi. Et du coup, là, je suis en contact avec une dame qui revalorise la laine de moutons alsaciens, donc qui travaille avec des bergers en Alsace, parce qu'elle s'est rendue compte que la laine avait perdu énormément de valeur avec la fast fashion, la délocalisation, et que la plupart des bergers aujourd'hui revendaient leur laine pour rien du tout, et qui finissaient par être envoyés en Asie. Je trouve ça trop dommage, parce que c'est une ressource qu'on a en France, et qui pourrait être utilisée de tellement plus belle manière que ça. Et donc, j'adore ce projet-là. Donc, là, d'ailleurs, je suis en cours de discussion pour pouvoir assister à une tonte de moutons, là, au printemps. Et puis, on aimerait vraiment développer en fait, le feutre de laine pour pouvoir fabriquer des chapeaux avec cette laine-là, quoi. Et du coup, voilà, j'aimerais, si c'est possible, que vous l'interviewez. Avec super grand plaisir. Cool. Ok, super. Merci beaucoup, Julie, pour tout. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite de ton aventure. Et puis, je te dis à très vite. Merci à toi. J'espère sincèrement que cet épisode vous donnera autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous souhaitez suivre l'actualité de Julie ou lui commander un chapeau, évidemment, Julie vous attend sur son compte Instagram atelier.boketo, B-O-K-E-2-T-O, ou sur son site atelierboketo.com, tout attaché. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine!